Serge Tribolet, bonjour. Bonjour. On va continuer de parler de bien réel, le surnaturel, et pourtant un livre que vous avez écrit avec Marc Menant aux éditions Alphée Jean-Paul Bertrand. Et Marc Menant m'a présenté votre personne d'une façon dithyrambique. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de Marc Menant ? Je n'en pense que du bien parce que c'est un ami. Et notre rencontre, d'ailleurs, elle est partie d'un malentendu, mais un malentendu de la psychiatrie. Parce que, vous le savez, il a dit, pendant 5 années, il a fait une émission tous les dimanches, une émission avec un grand succès sur justement les phénomènes paranormaux, surnaturels, avec de très nombreux invités, etc. Et moi, j'étais à l'écoute comme des millions de personnes, parce que c'est une émission qui était vraiment un phénomène radiophonique. Et un jour, sur un thème dont je ne me souviens plus exactement la portée, eh bien, il y a eu une conversation très agressive d'un psychiatre qui avait appelé et qui disait que cette émission était scandaleuse. Alors, c'est quoi le nom de ce psychiatre ? Parce qu'il ne me l'a pas dit. Il a expliqué la même chose que vous êtes en train de dire, mais c'était qui ce psychiatre ? Ça, si je vous disais que je ne connais pas, moi je ne le connaissais pas, ce psychiatre. C'est un psychiatre d'un hôpital. Je me demande si c'était pas l'hôpital Sainte-Anne, mais enfin, je n'ai aucune certitude. C'est peut-être un patient, non ? Non, c'était un psychiatre qui effectivement qui avait donné sa référence, mais alors le nom, je m'en souviens plus du tout. Et puis, peu importe, parce que justement, je veux pas m'en souvenir, vu l'agressivité de son point de vue, et puis surtout, il rejetait en bloc toute réflexion sur le surnaturel, en disant même que cette émission était scandaleuse. Et le sujet pourtant était passionnant pour moi, qui suis psychiatre hospitalier. Alors du coup, j'ai fait un courrier à Marc Menant pour dire attention, tous les psychiatres ne sont pas de son avis. Et donc voilà, je lui ai expliqué un peu mon point de vue. C'est comme ça qu'il vous a rappelé après ? Oui, voilà. Vous avez déjeuné ? Exactement. Et puis de fil en aiguille, il m'a invité d'ailleurs à l'émission sur des thèmes précis, puisque mon métier de psychiatre me mène à réfléchir sur ces phénomènes surnaturels. Je dirais que c'est même la place privilégiée. C'est vraiment... On va en parler, c'est voilà. pour ça qu'on est face à face. Vous étiez donc un invité récurrent. Marc Menant vous a un petit peu présenté rapidement. Je vais vous demander de vous présenter donc totalement. Oui. Vous êtes à la fois philosophe et psychiatre ? Oui, alors je suis très méfiant par rapport au mot philosophe. Beaucoup de gens se disent philosophes. Moi, j'ai un doctorat de philosophie, voilà le titre exact. Et être philosophe, c'est avoir construit un système. Alors je pense j'espère être en train de construire un système, d'essayer de mettre en place des concepts et pour qu'il y ait une sorte de systématisation de ma pensée, justement par rapport au phénomène dont on va parler aujourd'hui, et puis par rapport à la psychose, qui est quand même mon domaine de spécialité en psychiatrie, puisque je suis psychiatre hospitalier, ça s'appelle psychiatre des hôpitaux, praticien hospitalier. Et mon exercice est plus centré d'ailleurs sur le domaine des psychoses. Alors ce qu'on appelle psychose, c'est un terme très générique qui rassemble les schizophrénies, les paranoïas. C'est aussi un terme utilisé par la psychanalyse pour désigner une structure psychique. Alors on pourra... y aller lentement pour moi. Oui. Alors, schizophrénie, c'est dédoublement de personnalité, c'est ça ? Non, c'est tout sauf ça. Non. Voilà, oui. Non, la schizophrénie, là aussi, c'est un terme générique. Ce sont des mots pièges, d'ailleurs. Ce sont des étiquettes. Mais ce sont des étiquettes qui ont un grand défaut, c'est qu'elles désignent des symptômes ou des pathologies qui n'ont pas de rapport entre elles. Donc, pour les gens qui ne sont pas du tout dans la partie, c'est très difficile à comprendre. Parce que, par exemple, je pourrais être amené à faire un entretien avec un patient et à la fin, ça m'arrive avec les stagiaires psychologues ou les internes, je leur dis quelle est votre analyse de la situation, l'analyse clinique. Et parfois, j'entends les étudiants me dire on ne voit pas ce qu'il y a de pathologique. Et ils sont très étonnés quand ils entendent parler de schizophrénie, justement. Donc il y a des formes qui ne sont pas visibles, pas reconnaissables pour le profane. Oui. Et puis il y a des formes où il n'y a pas besoin d'être psychiatre pour poser le diagnostic de folie ou de délire. Et donc la schizophrénie, ça va de ces formes qui sont non reconnues par le non spécialiste, et puis à des formes qui sont très invalidantes. Et à la base, c'est la psychose pour tout ça ? Oui, alors psychose. Alors psychose, là aussi, c'est un terme générique. Moi, j'aime bien l'utilisation du mot tel que la psychanalyse l'a présenté, parce que la psychanalyse, vous savez, elle distingue deux grandes structures psychiques.
ce qu'on Je appelle... ne sais pas, je ne sais Oui, pas. oui. Alors, structure, vous connaissez forcément les mots parce que ça fait partie de ce vocabulaire psychiatrique et psychanalytique qui est utilisé au quotidien quasiment. Moi, ce sont des mots que j'entends très souvent dans les médias, justement. Le mot schizophrénie, le mot psychose. Alors, il n'est pas forcément utilisé dans le bon sens, mais ce sont des mots qui sont présents. Pour la psychanalyse, elle détermine ce que l'on appelle des structures psychiques. C'est quoi une structure psychique ? C'est très simple. C'est comme son nom l'indique, c'est une structure de base, c'est un fondement. C'est la fondation. C'est à partir de cette fondation que va se construire la personnalité. Donc, vous prenez 100 personnes. 100 personnes, elles ont forcément des personnalités différentes. Il y a une individualité, il y a quelque chose qui distingue. Ça, c'est la personnalité. Mais cette personnalité, elle se construit sur une base qu'on appelle structure. Et la psychanalyse, elle détermine plusieurs types de structures, dont la névrose ou la psychose. C'est pour ça qu'on fait remonter dans l'enfance, parce que c'est là où les bases se créent. Oui, et c'est beaucoup plus que l'enfance, parce que l'inconscient, autant que je le dise tout de suite, l'inconscient, selon Freud, l'inconscient freudien, eh bien, il a cette caractéristique qu'il est, selon le terme de Freud, il est phylogénétique. Philo, pas PHI, ça qui voudrait dire aimer la génétique, philo, PHY, qui est un mot grec, une racine grecque, qui signifie l'ethnie, et donc phylogénétique, ça s'oppose à ontogénétique. Nous, on le traduit simplement en français en disant que l'inconscient, c'est une mémoire transgénérationnelle. Voilà, c'est-à-dire ce savoir de l'inconscient, il n'est pas à votre naissance. Quand vous naissez, il y a déjà quelque chose qui est là. Comme les gènes. Comme les gènes d'une certaine façon, sauf que les gènes, il y a une consistance matérielle. Et voilà, c'est du là, matériel. On ne sait pas d'où ça vient. Ah ben si on sait, mais c'est pas d'ordre matériel. On sait d'où ça vient. Parce que comme je suis branché Oui. spiritisme, Oui. catho, etc., Oui. on peut pas dire que... Enfin, on va réfléchir ensemble sur l'origine de la pensée, et qui pense, et est-ce que vraiment, si je pense, je suis vraiment, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui pense à ma place? Enfin, Oui. Oui. Oh, j'ai l'impression que vous m'écoutez comme un docteur, là. Non, mais ce sont des questions philosophiques auxquelles je suis très sensible, justement. Quand on dit « je pense », qui est ce je? Voilà, ce je. Alors, ce truc transgénérationnel que Freud, cet inconscient qui se transmet de génération en génération, on ne peut pas dire que finalement, ça serait des entités, des âmes de défunts qui transmettent, qui continuent de donner des informations de l'au-delà. On peut aller jusque-là ou c'est billevesé? Non, ça n'a aucun rapport. L'inconscient, c'est quelque chose qui est très rationnel. L'inconscient, c'est une matrice, c'est un savoir. On ne peut pas dire que c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. L'inconscient, il y a un savoir qui se transmet de génération en génération, mais on ne dépend pas totalement de ce savoir. C'est pour ça que... on en rajoute. On en rajoute et il y a une part de liberté immense. La psychanalyse n'enferme pas l'humain dans un système psychologique. Je dis très, très fortement, et souvent je suis amené à le répéter, c'est que la psychanalyse est une anti-psychologie. C'est ce qu'il y a de génial dans la psychanalyse, c'est une anti-psychologie. J'en veux beaucoup aux critiques actuelles. Vous savez, c'est très à la mode avec Michel Onfray, là, qui sort un livre où il attaque systématiquement Freud, avec d'ailleurs, ce sont des coups bas d'ailleurs, à la limite de la vulgarité, mais enfin, il fait partie de cette tradition qui ne supporte pas, qui ne se remet pas de ce coup génial de la psychanalyse, c'est d'avoir fait tomber le dogme de la psychologie. Le dogme de la psychologie, c'est quoi? C'est considérer que l'homme dépend comment dire, que l'humain, ça a à voir avec sa conscience. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'être homme? C'est pouvoir dire je pense, je suis, et donc c'est de comparer ou d'assimiler la pensée à la conscience. Ça, c'est la psychologie. Eh bien, la psychanalyse, elle fait tomber ce dogme-là. Elle dit, la psychanalyse, ce qui est strictement humain, eh bien, ça ne peut pas se limiter à des concepts de la psychologie, ça ne peut pas se limiter à une compréhension. C'est pas limité, c'est pas limitatif l'humain. Il y a de l'illimité en l'homme. L'inconscient, c'est l'illimité. L'inconscient, vous savez, pour penser l'inconscient freudien, on ne peut pas le penser avec les concepts de la psychologie.
On ne peut pas. Pourquoi? Parce que l'inconscient, je vous ai dit, c'est transgénérationnel. Et Freud dit, c'est atemporel. L'inconscient est atemporel. Et puis, il rajoute en expliquant que, et Lacan très fortement là-dessus, que c'est pas spatial. Voilà, il n'y a pas de localisation de l'inconscient. Pas l'espace-temps, alors. Oui, voilà, pour penser l'inconscient, il faut le penser hors temps et hors espace. Bon, c'est pas pratique, hein. Ah ben, pour la psychologie, c'est absolument impossible. Pour les psychiatres, c'est possible? Pour les philosophes, c'est pas impossible. Pourquoi? Parce que toute la métaphysique réfléchit depuis l'Antiquité grecque sur justement le hors-temps et le hors-espace. Les concepts de la métaphysique, voilà, ils peuvent se passer du temps et de l'espace d'une certaine façon. Donc, l'inconscient freudien, il faut le penser par la psychanalyse et pas par la psychologie, ou s'aider de la philosophie. C'est ce que fait Freud et c'est ce que fait Lacan d'ailleurs. Lacan, il boit à la source de la philosophie quotidiennement. Alors, c'est une preuve de notre atemporalité en tant qu'être humain. On est hors du temps et hors de l'espace, en théorie? Ce qui est dans le temps, c'est notre corps et notre conscience. Ça, c'est dans le temps. Mais notre corps et notre conscience, c'est pas strictement humain. Ça fait partie de notre existence. La grande question, c'est qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme en tant qu'homme? Qu'est-ce que l'humain? Qu'est-ce qui est strictement humain? Et même, qu'est-ce que le subconscient? Non, mais le subconscient, je ne sais pas ce que c'est. C'est un terme Parce qui. Parce que Jung, il y a un subconscient collectif aussi. Oui, un inconscient. Pourquoi vous dites subconscient? Parce que moi, les termes, vous savez, alors je ne suis pas aussi non, pointilleux que vous. Non, parce que inconscient. D'ailleurs, je comprends un peu le malaise par rapport à ce terme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le terme de Freud. Freud ne parle pas d'inconscient. Vous le savez, tout simplement parce que Freud parle allemand, en langue allemande, et que l'inconscient, c'est une traduction française qui est très mauvaise d'ailleurs, qui est tellement mauvaise, c'est que les neurologues ont la même, on utilise le même mot pour dire qu'une personne est dans le coma. Voilà, elle est inconsciente. Oui, bon, donc c'est un très mauvais mot. Le mot allemand, Unbewusst, laisse entendre que l'inconscient est un non-su, quelque chose qu'on ne peut pas savoir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre par la compréhension. Qu'on n'apprend pas? Ah ben qu'on ne peut pas apprendre. On ne peut pas apprendre ce savoir-là. Vous savez, c'est la fameuse formule de Jacques Lacan qui dit un savoir qui ne se sait pas. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un savoir. Un savoir, puisque c'est une mémoire. Une mémoire, donc c'est le lieu d'un savoir. Mais ce savoir ne peut pas s'apprendre pédagogiquement. Donc c'est un savoir qu'on ne se sait pas. Ce n'est pas le savoir de la connaissance que l'on peut avoir, de la connaissance psychologique. Vous pouvez savoir des choses sur vous, la façon dont vous réagissez. Vous pouvez apprendre des choses psychologiques sur vous. Mais je voudrais revenir à cette chose très importante qui est au cœur de notre réflexion. Je disais, où est l'humain? Qu'est-ce que l'humain? Qu'est-ce que l'homme? Aujourd'hui, c'est plus une question qui est très à la mode. Pourquoi? Parce que on considère que l'homme, c'est un animal perfectionné, c'est un élément du fonctionnement social. D'ailleurs, c'est pas récent, mais c'est depuis... souvent, on fait remonter ça à Descartes, mais ça a commencé bien avant Descartes. C'est-à-dire, est-ce que l'homme est uniquement ce qu'il donne à voir et ce qu'il donne à penser? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut être limité à de la psychologie ou à de la biologie? Eh bien, la psychanalyse dit non. L'homme ne peut pas se réduire à de la psychologie, ne peut pas se réduire à de la biologie. Vous savez, je fais souvent remarquer que pendant toutes mes études de médecine, j'ai appris le corps humain. Mais quand vous réfléchissez à l'expression corps humain, c'est une expression qui est une imposture. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a d'humain dans votre corps? Est-ce que vous pouvez me le dire? Est-ce que vous pouvez me désigner une seule partie humaine dans votre corps? Tout ce que vous pourrez me désigner, c'est chez l'animal. C'est présent chez l'animal. Que ce soit les organes, que ce soit les cellules, que ce soit la matière même, tout ça c'est chez l'animal. Tout ce que l'on sait aujourd'hui sur le cerveau humain, on le sait à partir des études des neurones de la mouche, du cochon, du rat. Pourquoi? C'est la même chose. On devrait dire corps matériel. Ah voilà, alors le corps, donc c'est un corps animal que nous avons, mais l'humanité n'est pas dans le corps. C'est l'anima des Grecs, ils avaient déjà fait le distinguo. Oui, enfin l'animal, ce qui vient animer, qui est latin d'ailleurs, parce que voilà, mais c'est pas grec, alors c'est latin. Anima. Oui. Mais bon, c'est pas grave. Alors, hop, un point en moins. Non, mais c'est quand même cette idée-là, puisque les Grecs, eux, c'est soma. Bon, le corps, soma. D'ailleurs, vous connaissez, il y avait une formule dans le monde grec qui était soma sema. Soma sema, le corps est une tombe. Voilà, c'est la pierre tombale. Donc c'est très important de savoir ça, parce que quand on veut réfléchir, comme on l'a fait là avec Marc Menant sur les phénomènes surnaturels, on ne peut pas en rester à la psychologie ou à la biologie. Sinon on va dire comme ce fameux psychiatre qui
qui avait littéralement engueulé Marc Menant, on va dire que tout ça sont des niaiseries. Je dirais que la niaiserie, c'est de penser le surnaturel en termes psychologiques ou en termes biologiques, exactement comme ce serait la niaiserie de penser la foi en termes psychologiques ou en termes biologiques. Alors bien sûr, vous trouvez ça évident, mais je peux vous dire qu'au quotidien, lisez les livres, écoutez les gens, et ils le font. Prenons des exemples. J'avais lu un livre là, récemment sur l'anorexie mentale et l'anorexie religieuse, qui est un sujet extrêmement important. Et le livre, qui a été écrit par quelqu'un qui fait de la psychologie, expliquait, il prenait Catherine de Sienne, voilà, il prenait des grandes mystiques, et il expliquait que ce type d'anorexie chez elle était lié à son enfance. Et donc on était dans de la psychologie. Vous vous rendez compte, le scandale absolu, c'est la foi, c'est pas du côté de la psychologie. C'est pas le même ordre. Non, mais de toute façon, c'est pas le même style d'anorexie non plus. Mais je pense que dans l'anorexie mentale, il y a quelque chose à entendre qui se dit dans l'anorexie religieuse. Je pense que toutes les maladies mentales peuvent être entendues par la théologie ou la philosophie. Et est-ce qu'on peut dire l'inverse? Est-ce qu'on peut dire que les grands mystiques sont tous des fous? Eux le disent, puisque vous savez que la question de la folie, c'est une question théologique. Enfin, on la trouve déjà dans l'Écriture. La sagesse des hommes est plus folle que la folie de Dieu. Et donc, le terme de folie utilisé dans le domaine religieux est très fréquent. Donc, effectivement, il y a une folie mystique. Qu'est-ce qui les distingue des fous? Les apparitions, on voit la Vierge Marie, ils se mettent à genoux, personne d'autre les voit. Pas mal de voyants, on appelle ça des voyants, que ce soit Fatima, les 3 enfants ou autres, Catherine Labouré, etc. Et puis vous avez sûrement dans vos patients des gens qui voient aussi des monstres, et c'est le même style ou c'est autre chose? Mais moi, je ne distingue pas, tout simplement parce que pour moi, la folie n'est pas un défaut, n'est pas un déficit, c'est pas un trouble mental au sens où on pourrait l'entendre, d'un défaut de perception, d'un Donc défaut c'est la même chose alors, c'est la même chose. C'est la même essence. C'est-à-dire, j'avais écrit il y a quelques années un livre qui s'intitule « La folie, un bienfait pour l'humanité ». Et j'ai plein de confrères qui me sont tombés dessus en me disant « Mais c'est un peu, ce titre est à la limite du scandale, c'est de la provocation, etc. » Je leur ai répondu très calmement « C'est pas de la provocation, c'est une parole de Socrate. » C'est-à-dire, il y a dans la folie quelque chose qui est un bienfait. Parce que, on le sait, c'est des paroles de philosophes, mais la folie dit la vérité. La folie dit quelque chose justement du strictement humain. Tout à l'heure, quand je vous disais, où est l'humain? Il n'est pas dans le corps. Alors il est où? Pour me dire la pensée. Oui, mais la pensée, elle n'est pas dans le corps. Eh bien, la folie nous dit quelque chose sur le strictement humain. Elle nous dit quelque chose exactement au même titre que la foi et que l'art. C'est au cœur de ma pensée de répéter que la folie, la foi et l'art sont 3 fissures dans ce mur du langage qui nous emprisonne. C'est très important de considérer la folie, l'art et la foi comme rejoints dans cette essence même qui est cette fissure dans un mur de nos certitudes, bien sûr. Mais c'est pour ça que parler de la folie mystique ou de la folie des artistes, regardez un tableau, prenez une peinture, allez au Louvre et regardez, toutes ces peintures sont folles. Les architectures que vous voyez, si on les met dans la réalité, le palais tombe, etc. Ok, alors Séraphine de Senlis, par exemple, elle était folle ou alors elle était une mystique et elle voyait vraiment des anges? Séraphine de Senlis. Mais toutes ces mystiques, j'en connais un certain nombre. Alors, mystique peintre, ou les peintres médiums. Vous savez, je suis encore branché de super paranormal, moi. Donc tous ces actes-là. Toutes ces mystiques, tous ces artistes, voilà, Séraphine par exemple, ou tant d'autres. Justement, c'est par leur folie qu'ils ont atteint quelque chose qui doit être entendu et qui a du mal à être entendu. Pourquoi? Parce qu'on a les oreilles de la psychologie. Or, il faut justement entendre qu'il y a quelque chose qui se dit ou qui se montre qui a à voir avec le strictement humain. Mais la folie, vous le dites dans un côté positif. Pour moi, la folie n'a rien de négatif. C'est une capacité à accéder à ce qui échappe à tous. Ça, c'est très important. Cette pensée, elle n'est pas tellement personnelle, dans le fond, puisque c'est Socrate même qui le dit. Vous savez que dans le Phèdre, ce dialogue de platonicien majeur, où Socrate parle entre autres de la folie, eh bien, à un moment donné, Socrate dit les dieux, il parle des fous, de ceux qui sont atteints de mania, de la manie. Il dit les dieux leur ont donné l'organe de la divination,
c'est la parole de Socrate. To manteion, c'est-à-dire la capacité divinatoire. Et la capacité divinatoire chez les Grecs, c'est pas le fait de voir l'avenir, comme on en parle aujourd'hui. Non, c'est plus que ça. Socrate le dit, cette capacité divinatoire, c'est le fait de voir le passé, le présent et l'avenir. C'est très important. Surtout s'il n'y a pas d'espace-temps. Oui, mais justement, le passé, est-ce que vous y avez accès, vous, au passé ? Vous pourriez me dire, oui, mes souvenirs. Non, mais la psychanalyse montre que les souvenirs, vous savez, c'est que des constructions. Vous savez, il y a ce fameux mot, enfin une traduction du mot de Freud qui parle des souvenirs écrans. C'est-à-dire, chez les enfants, il y a des souvenirs se construisent. Il y a beaucoup de souvenirs que vous pourriez me raconter, là, en me disant, mais si, j'y étais, je me souviens, j'avais 8 ans, j'étais dans la cour de l'école, ou j'étais dans... Et en fait, ce sont des constructions. Oui. Voilà. Donc, témoignage humain, de toute façon, on le sait bien, au bout de 10 minutes, c'est pas la peine au bout de 10 minutes, alors vous imaginez, au bout de plusieurs années. Donc le passé, on ne peut pas y avoir accès. L'avenir, ça, grande question. Et le présent. Alors vous pourriez dire si on a accès au présent. Même pas. Même pas, parce que le présent, le mot est même pas prononçable dans le présent. Le présent pose la question du mystère du temps. Qu'est-ce que le temps ? Est-ce que c'est atomique, une série de points comme ça qui se suivent ? Est-ce que c'est circulaire ? Est-ce que c'est linéaire ? Bon, grande question. Eh bien, Socrate dit, les fous sont ceux qui ont la capacité d'accéder à tout ça, c'est-à-dire à ce qui échappe à tous. Autrement dit, si je traduis là aujourd'hui au XXIe siècle cette parole de Socrate, je dis que le fou justement c'est celui qui a une capacité en plus et non pas comme la psychologie le dit ou la biologie, celui qui a une case en moins. C'est pas une vision négative qu'il faut avoir de la folie, c'est une vision positive. Et pourquoi la vision est négative aujourd'hui dans la psychiatrie et dans la psychologie ? Eh bien parce que la psychologie, en particulier le cognitivisme, et la psychiatrie biologique. Qu'est-ce que vous m'avez dit là, le cognitivisme. C'est un mot qui est très à la mode. Il est rentré aussi dans le domaine de la philosophie. Il est rentré totalement de plein pied. La science cognitive ? Oui, la science cognitive. Ce qu'on appelle les fonctions cognitives, déjà, sont les fonctions de connaissance. C'est ce qui vous permet de mémoriser, ce qui vous permet de raisonner, de juger. Voilà, ce qui vous permet la connaissance. Et puis ensuite, la relation. Donc, les fonctions cognitives. Il y a certaines maladies où il y a des troubles des fonctions cognitives. Alors, ce que vous dites là, c'est que les fous, qu'on appelle fous, ont des choses en plus et peut-être des sens supplémentaires qui leur permettent d'avoir plus conscience de ce qu'on est, où on est. Que nous, on se garde sur 5 sens et puis on a nos petites bases qui sont fausses, c'est ça ? Non, je ne dirais pas comme ça. Non, mais c'est... C'est pas trop loin. C'est parce que là, j'ai déjà 2 points en moins, donc si je pouvais avoir un demi-point en plus... Mais je vais finir par vous le donner, mais là, pour l'instant, c'est pas tout à fait... Non, mais c'est très important d'être précis, justement. C'est un peu la critique que j'ai envers certains qui sont dans le domaine ésotérique, qui ont des idées, qui ont une sincérité, etc. Mais il n'y a pas de précision, il n'y a pas de rigueur. Et je comprends les rationalistes qui disent, mais on ne comprend rien. Bon, parce qu'il faut un minimum de rigueur. Je ne dis pas il faut mettre de la psychologie et de la biologie, certainement pas, puisque ça se passe dans un autre ordre. Mais enfin, on peut parler de la foi et être rigoureux. Lisez Pascal, par exemple, Blaise Pascal, vous allez voir la rigueur avec laquelle il s'adresse à un athée, et il n'y a pas d'à peu près chez Pascal. Et c'est un mathématicien, et quand il parle de l'infini, le mot a un poids, et voilà. Et d'ailleurs, lui-même rejette la compréhension. Quand il parle de Dieu, vous connaissez cette pensée de Pascal, incompréhensible que Dieu soit, incompréhensible qu'il ne soit pas. Voilà, c'est pas du côté de la compréhension qu'on pourra de toute façon avancer dans ce domaine. Eh bien, je dis que c'est la même chose par rapport au fait d'entendre ce qui se dit dans la folie. Voilà, c'est la même chose. Alors on positivise la folie, mais enfin il y a quand même des gens dangereux. Il faut les enfermer, il faut les abrutir de médicaments pour qu'ils ne tuent pas tout le monde. Il y a aussi ça. Alors, il y a aussi des gens dangereux chez des gens qui ne sont pas fous. Et d'ailleurs, non, mais c'est très important ce que vous dites. Autant, je suis d'accord avec ce que vous dites par rapport à la dangerosité, mais il y a plus de gens normaux dangereux que de fous dangereux, il faut le savoir. Regardez ce qui se passe autour de vous, regardez comment agit la loi, les prisons. Alors moi j'ai des confrères qui disent oui mais il y a beaucoup de psychotiques en prison. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Je pense que la psychose n'est pas quelque chose de rare. On dit par exemple le mot schizophrénie, vous savez les statistiques disent qu'il y a 1% de schizophrènes dans la population. Bon, moi je dis que c'est largement plus, mais qu'est-ce que l'on appelle schizophrène ? Il faut que ça rentre dans les critères de la psychologie cognitive, c'est-à-dire qu'il y ait tel et tel symptôme, etc. Or, moi j'ouvre le domaine de la psychose, et ce sont des personnes qui ont une capacité justement à accéder à ce qui échappe à tout, je l'ai dit, c'est capacité médiumnique, capacité... Bon, pour moi le terme psychose n'est pas péjoratif,
surtout en psychanalyse, c'est une structure psychique. Bon, et donc... Ces gens-là, vous arrivez quand même à les calmer, vos patients. Oui. Vous leur donnez 2-3 médicaments, et puis cette petite chose qu'ils ont en plus, Oui. ça s'atténue, et puis ils vivent mieux dans le monde actuel quand même. Et Oui, je comprends votre question, mais il faut comprendre, la psychiatrie, quand est-ce qu'elle intervient? Elle intervient lorsqu'il y a douleur, angoisse, c'est-à-dire la personne qui souffre dans son corps, bon, ou dans son âme, enfin dans son esprit. Là, il y a souffrance, la psychiatrie, c'est une discipline médicale. Moi, je suis médecin, j'ai fait mes études de médecine, donc je suis là pour soulager la douleur. Bon. La psychiatrie, elle intervient lorsqu'il y a aussi trouble du comportement, avec mise en danger d'autrui ou de soi-même. Donc vous faites référence à ça. C'est une des parties de la psychiatrie. C'est pas la partie la plus quotidienne et majeure, etc. Bon, elle intervient aussi quand il y a les phénomènes sociaux de repli où la personne se désocialise, etc. Bon, elle intervient là, la psychiatrie. Donc effectivement, on intervient sur chacun de ces fronts. Mais la folie, c'est pas uniquement les troubles du comportement. Enfin, il y a plein de personnes. D'accord, oui. mais je prends cet exemple précis parce qu'il est frappant. Et donc, un acte destructeur pour soi ou pour les autres, on a du mal à comprendre que ça vienne d'autre chose qu'un dysfonctionnement du cerveau. Oui, mais la folie, c'est pas un trouble du comportement. Non, la folie, il y a quelque chose qui peut être invivable, c'est-à-dire justement de briser ce mur du langage qui nous entoure, qui est notre prison d'une certaine façon, mais une prison dorée. Eh bien, il y a quelque chose d'invivable, d'avoir accès à des êtres auxquels vous n'avez pas accès. Par exemple, dans cette pièce-là, vous avez accès à des objets. Vous voyez les objets comme moi je les vois, etc. Mais vous n'avez pas accès à d'autres présences. Bon, si vous... peut appeler des hallucinations. Oui, alors on pourra dire un mot des hallucinations parce que je suis vraiment très critique par rapport à la définition psychiatrique. Mais justement, si vous avez accès à d'autres présences, c'est assez invivable. Oui. C'est angoissant, c'est invivable, surtout si ces présences vous traversent. Puis ça peut être incompréhensible en plus. Ah ben, c'est totalement incompréhensible, c'est pas du côté de la compréhension. Donc si ces présences vous traversent, c'est douloureux, c'est angoissant. Bon, donc là, nous intervenons. La psychiatrie intervient comme le lieu d'un soulagement. Mais alors là, une mystique qui voit plein de saints ou Jésus-Christ qui passe dans sa salle de bain, vous intervenez? Non, il faut savoir que l'immense majorité de mes patients qui délirent, et le délire c'est un cheminement intellectuel, je dis même c'est un cheminement mystique, eh bien vivent chez eux. Moi je les vois à l'hôpital quand ils sont très mal ou que justement il y a trouble du comportement parce que ils ne font pas la différence entre les deux ordres. C'est-à-dire l'ordre de la réalité commune dans lequel on vit tous, et cet ordre auquel ils ont accès, qui est un autre ordre. S'ils ne font pas la différence, là il y a trouble du comportement. C'est là que la psychiatrie intervient. Mais mon travail justement est d'aider le patient à faire la différence entre ces deux réalités et de poursuivre ce cheminement, puisque je dis souvent que à la porte de tous les établissements de psychiatrie, il devrait y avoir cette phrase de Freud très importante, à mes yeux, c'est lorsque Freud dit « le délire est une tentative de guérison ». C'est une phrase extrêmement importante, parce que je rajoute, le délire, c'est la seule chance qu'il a, le patient, pour s'en sortir. Tentative de guérison. Il faut l'aider à l'accompagner dans ce cheminement, qui est une construction intellectuelle. Il y a quelque chose qui s'élabore. Et c'est un mode de lecture du monde. Donc, il faut l'aider là. Mais lorsque lui, dans ses phases de cheminement, lorsqu'il, je dirais, mélange ces deux types de réalité, ces deux ordres de réalité, là, il y a d'autres troubles du comportement. C'est là que les gens voient que la folie pose problème. Mais c'est pas le quotidien. Et donc, c'est là effectivement que j'interviens. Mais intervenir sur les troubles du comportement, ça ne veut pas dire empêcher cette construction du délire. D'accord, Serge Tribolet. Alors, me voilà bien, ça fait déjà une demi-heure qu'on discute ensemble. Et alors, là, vous me déstructurez un petit peu, j'ai pas tout compris déjà, j'ai 2 points en moins. On va se retrouver dans une deuxième partie, on va tout reprendre depuis le début, vous allez voir, parce que vous allez me dire si j'ai compris. Là, je suis un petit peu perdu.